Bon, bienvenue sur Ubuntu Café. Bienvenue. Qu'est-ce que tu Comment- bois aujourd'hui? Ah, juste du thé, comme d'habitude, thé. Ouais. Moi, par contre, aujourd'hui, je bois rien, je mange. Ça, Toi, c'est loco. exactement. Loco. Ah, ouais, ça fait 2 jours. Ça fait un bout de temps qu'on ne sait pas, on n'a pas fait ça. Ouais, on a manqué quoi, Deux deux semaines, sessions. 2 sessions. Ouais. Ah, Ouais, je pense que c'est pas grave parce que, bon, euh, comment dire, ça fait, enfin, avec toutes les activités de choses du groupe Ubuntu Tech Hive, on a fait ça de manière consistante mhm. depuis presque 2 ans maintenant. Donc, 2 ans. peut-être 2, 3 mois, ça fait 2 ans. Mhm. Voilà, donc, il y a des moments, c'est bien de prendre une petite pause pour pouvoir récupérer, surtout que ce n'est pas les seules choses qu'on a à faire dans la semaine. Effectivement. Effectivement, ouais. Ouais. Et surtout, moi, j'étais en déplacement aussi, donc bon, ça n'arrange pas les choses. Avec le décalage horaire et tout ça. Ouais. Ouais, justement. Et puis, c'est l'hiver en ce moment, la nuit tombe vite. Tout ça, C'est ça ça. joue. Ouais, mais donc c'est toi qui as présenté la semaine passée. Tu peux nous dire comment ça s'est, genre le sujet dont tu as parlé et puis bon, comment ça s'est passé et tout. Oui, ça dit la partie principale que j'ai. Enfin, c'est une présentation il y aura une deuxième partie. Mhm, Donc, en fait, j'essaie tout juste de démystifier tout ce qui tourne autour de la création des API, ou bien des API, comme on mhm, dit en chose en français. mhm, Ça dit, bon, il y a des parties qui, aujourd'hui, dans le software development, qui reviennent beaucoup. Ça dit, quand on parle de API, les gens ont toujours cette idée-là ils peuvent aller sur une page, peut-être dans leur compagnie ou bien pour un service qu'ils utilisent, et puis voir ce qu'on appelle une interface graphique qui s'appelle Swagger UI, mhm, où en fait, tu peux voir la définition ou bien la structure des données qui seront envoyées au API et puis les réponses. Tu pourras voir aussi les trucs, les codes de ces réponses, hein. Donc, HTTP 200, HTTP 400 et ainsi de suite. mhm, Puis, il y a aussi une partie pour essayer de lancer des appels API pour pouvoir tester en fait les différents endpoints. Je ne sais pas comment on dit endpoint en français. Donc, en fait, euh, en tant que tel, il y a plein d'outils qui existent déjà open source que les gens peuvent utiliser qui mhm, permettent d'avoir toutes ces trucs, ces fonctionnalities, tous ces features. mhm, Mais en fait, je voulais démystifier ça pour montrer en fait comment faire créer la même chose, genre pas à pas, quoi. mhm. Voilà. Moi, Ouais. ce que j'ai montré à la présentation, c'est valable avec, j'ai utilisé Go comme langage de programmation pour ça, mais ça peut se faire dans n'importe quel autre langage. Il suffit seulement de savoir les étapes et puis Mhm. comment assembler le tout. Si, 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 Donc, si. Non, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant en tout cas, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on ne sait pas vraiment comment faire, où commencer en fait, si tu dois développer des API. Et le fait que tu aies démystifié ça, en fait, nous montrer comment, euh, euh, où commencer, je pense que c'était vraiment assez mhm. helpful, comment on dit ça. Ça nous a beaucoup aidé, en fait, voilà. C'est vraiment utile. Ouais. Utile, c'est ça, c'était vraiment utile. Et je sais que tu as parlé d'un concept qu'on appelle contract first. Je ne sais pas si tu veux un peu. Ah oui, 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 contract first. OK. Mhm, Donc, cette idée-là, en fait, cette idée-là prend en compte le travail réel en entreprise. C'est-à-dire, quand il dit le travail réel, c'est-à-dire que quand il y a plus d'une personne qui travaille sur le projet. Donc, mhm, comment dire, c'est pas genre un projet personnel qu'on fait le week-end ou bien le soir, mais un projet où plusieurs équipes doivent collaborer. mhm, Tu vois, donc, il peut avoir une équipe qui est en charge de créer le API et puis une autre équipe qui est supposée consommer ce API-là dans leur système. mhm, OK? Donc, le truc, c'est que les outils que j'ai mentionnés qui existent déjà, qui font
tous ces Swagger UI et autres de manière automatique. Le problème, c'est que le Swagger UI, c'est déjà ce que l'équipe qui consomme peut explorer pour comprendre comment utiliser le API. C'est directement lié au code que les gens écrivent. Donc, chaque fois qu'ils changent le code, ça change le contrat. Donc, comme le contrat change tout le temps, souvent, il y a des problèmes de communication entre les deux équipes. C'est-à-dire que chaque fois qu'une équipe veut faire un changement, l'équipe doit trouver un moyen efficace de parler du changement qui va se faire ou bien comment le changement va se faire. En tout cas, communiquer avec l'autre équipe, de telle sorte que si chaque équipe séparément a des dates où produire des résultats dans leur partie du projet, que ces dates-là soient respectées, que ça ne leur prenne pas plus de temps que nécessaire, quoi. Ouais, je vois. Donc, il y a toujours ce problème de communication et puis c'est jamais parfait. Et puis, plus il y a d'équipes qui collaborent, plus la communication devient compliquée. Donc, cette manière de changer le code à chaque fois et puis en même temps, ça change le contrat, c'est une perte de temps à grande échelle dans une compagnie. Donc, le moyen qui est un peu plus efficace de faire ça, c'est que avant de commencer à écrire quel code que ce soit, les différents membres des équipes ou bien les architectes, par exemple, doivent se mettre d'accord sur le contrat. OK? Donc, le contrat dont je parle ici pour les API, c'est tout simplement un fichier JSON ou bien un fichier de format YAML qui a toutes, c'est simple, ça se dit en français, toutes les spécificités, c'est ça? Spécification? Spécification, je ne sais pas. En tout cas, qui a tous les détails. Pas que je file des galettes en français aujourd'hui. En tout cas, qui a tous les détails de genre, ça sera quoi l'adresse pour accéder au service, ça sera quoi le path, les query parameters, la structure des données qui vont être envoyées à la structure de la réponse. En tout cas, tous les détails importants pour le API seront dans ce fichier JSON, bien ce fichier YAML. Donc, ce fichier-là, c'est ce que l'interface graphique de Swagger utilise pour maintenant présenter quelque chose de, je peux dire, potable ou bien plus facile à comprendre et puis utiliser du côté de ceux qui vont consommer le service. Donc, quand ce contrat-là est fait, c'est un peu comme dans la vie réelle. Quand ce contrat-là est établi, tout le monde donne son accord. C'est ça qui constitue toute la communication entre les équipes en même temps. Donc, comme toutes les équipes donnent leur feu vert avant de commencer, chaque équipe maintenant peut aller de manière séparée travailler. Donc, ceux qui seront côté client vont commencer à programmer les codes clients pour qui vont, comment on appelle ça, appeler ces APIs. Et puis, ceux qui sont à l'implémentation de l'API, ils peuvent changer le code comme ils veulent, du moment que ça respecte le contrat. C'est ça. Ouais, donc le contrat, quand même, c'est assez utile du fait que, oui, ça prend un peu de temps pour se mettre en accord sur un contrat, mais dans le long run ou bien dans le futur, on peut dire que ça aide parce que ça fait en sorte que il y a plus vraiment de, comment dire, d'ambiguïté en fait. C'est clair dans chez tout le monde que voilà, c'est ça le contrat, c'est comme ça que vous devez faire les choses, voilà, voilà. Bon, c'est vrai que ça peut toujours un peu changer, mais au moins les changements là, quand ça se fait, c'est pas vraiment de grands changements comme ça, quoi, en fait. Voilà. Justement. Ouais. Et puis, il y a la possibilité aussi avec cette approche là, de faire des versions des APIs. Donc, disons que plusieurs équipes s'asseyent et puis se mettent d'accord sur un contrat. C'est-à-dire, le contrat aussi, en général, quand c'est comme ça, est publié dans le truc, enfin, quelque part dans la compagnie. Si c'est pas cette Confluence qu'ils vont utiliser ou bien Wiki, ou bien, en tout cas, il y aura un endroit où la documentation sera publiée.
Voilà. Donc, quand c'est publié, il y aura une date associée, tout ça, la chose. Donc, s'il y a des changements à faire, on ne modifie pas le contrat qui a déjà été publié en tant que tel. On fait tout simplement une nouvelle version du contrat. Donc là aussi, ça donne la permission aux utilisateurs d'utiliser une version du contrat ou l'autre. Ah, ok, d'accord. Sans que il y a des interruptions de service. Donc, ça donne cette flexibilité là aux équipes de passer à la nouvelle version quand ils sont prêts. Au lieu que, par exemple, ils soient occupés à faire autre chose qui est peut-être plus important. Et puis, les développeurs du API vont dire, ah, nous, on est fatigué de maintenir la première version, donc on modifie ça. Parce que dans ce cas-là, ceux qui utilisaient l'ancienne version, bon, leur application ne va plus marcher. C'est vrai. Okay. En tout cas, non, c'est correct, c'est correct. Et je sais que quand tu faisais cette présentation, tu m'as parlé de choses, comment dire, de nouveaux workflows, la manière dont tu travailles, qui a un peu changé par rapport à avant, quoi. Oui, 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 oui. Ouais, je sais que avant, je sais que nous tous on utilisait quoi? Google, Stack Overflow, et puis il y avait Quora aussi. Oui, Quora, c'est ça, c'est ça. Genre quand tu tapes ton code et que tu as des questions, tu t'en vas en ligne, tu cherches, tu as les réponses sur Stack Overflow, quoi. Maintenant, je sais que tu as changé un peu ton workflow. Je ne sais pas si tu veux un peu nous parler de ça. Oui, oui. Donc, quand je préparais justement la dernière présentation, bon, je m'étais donné un certain temps pour préparer la présentation. Et puis, bon, comme toujours, il y a autre chose qui a pris mon temps. Donc, c'était pas la dernière minute que je suis en train d'accélérer pour finir de préparer, quoi. Donc, je pense que le jour de la présentation, je t'avais demandé de perdre quelques minutes pour que je sois assez prêt pour commencer. Voilà. Donc, un truc que j'ai fait, j'ai adopté cette manière de travailler, là, ça fait quelques temps maintenant. Je n'utilise pas cette manière-là tout le temps, mais il y a des moments comme là où il n'y avait pas assez de temps pour aller plus vite. J'utilise cette manière de travailler. Donc, le flow qu'on avait avant, ou de trucs d'aller sur Google quand il y a des questions, ou bien chercher les liens pour les documentations, ou bien les illustrations, tous ces trucs-là, ou bien poser des questions sur Stack Overflow et autres. Aujourd'hui, avec AI, c'est possible de faire tout ça sans avoir à passer d'une application à l'autre. Donc, en général, quand je code à la maison, j'aime utiliser un outil qui s'appelle Emacs. Okay? Donc, Emacs, c'est un outil qui est flexible. Et puis, j'ai eu à installer des extensions qui m'aident à intégrer directement certains modèles, en tout cas les modèles principaux qui sont disponibles directement dans mon Emacs. Donc, avec Emacs, je peux utiliser, je sais pas moi, Gemini de Google, ou bien Claude, ou bien OpenAI. J'ai même Copilot aussi intégré dedans. Donc, quand j'ai besoin d'obtenir une documentation, par exemple, avec une petite description de genre, c'est quoi le lien, qu'est-ce que ça fait, blablabla, je peux tout simplement demander au modèle de me trouver ça. Et puis, dans le truc, c'est-à-dire, bon, je peux séparer mon texte éditeur, genre gauche-droite. Donc, à gauche, c'est là où je programme ou bien j'écris la documentation. Et puis, à droite, je peux poser ce genre de questions. De toute façon, je peux tout simplement faire copier-coller dans le document que je suis en train d'éditer. Voilà, donc, cette manière-là, ça va nettement plus vite. Ou bien quand je suis en train de penser à une idée, quelle idée je peux utiliser pour faire une démo pour la présentation d'Ubuntu. Je peux poser, par exemple, une question au modèle, hey, quelle idée, par exemple, je peux utiliser pour essayer de montrer tel ou tel concept. Me faire des suggestions. Puis je peux dire, ah, OK, j'aime bien cette suggestion-là. Donc, maintenant, je peux coder de telle ou telle manière.
Je vois. Donc, toutes les choses comme consulter la documentation pour les fonctions ou bien les librairies que j'utilise, trouver des scénarios, trouver des exemples, comment dirais-je, traduire français, anglais, anglais, français, tous ces trucs-là. C'est nettement plus efficace d'avoir ça intégré dans son outil de trucs, dans son choix d'outils pour aller nettement plus vite. Donc, bon, j'ai donné l'exemple de Emacs parce que c'est ce que j'utilise beaucoup, mais ce genre d'intégration-là, c'est aussi possible dans les outils comme VS Code, tous les produits de JetBrains comme les IntelliJ, PyCharm et autres. Il y a même un nouveau là, qui est assez efficace qu'on appelle Z. Mais ainsi de suite. Je pense, s'il ne me trompe pas, il y a même ça dans NeoVim, etc., etc. Donc, c'est une nouvelle manière de travailler qui est efficace. Ouais. Et ça te permet d'éviter ce qu'on appelle context switch, c'est-à-dire ça te permet d'éviter d'aller d'un endroit à un autre qui te permet de perdre en fait ta concentration en fait. Tu vois. Justement. C'est correct, c'est correct. Ouais. Je ne sais plus qui a fait cette analyse, hein, mais si je ne me trompe pas, il y a comme une analyse que quelqu'un a fait il y a quelques années qui expliquait comment, surtout pour ceux qui travaillent dans la programmation et autres, quand il y a des interruptions, de petites interruptions, ça peut prendre peut-être 15 minutes aux ingénieurs pour être focalisés sur la tâche du début. Maintenant, plus les interruptions sont longues, ou bien plus les interruptions là n'ont rien à voir avec ce qu'ils faisaient au début, plus ça leur prend du temps pour retrouver leur concentration. C'est ça. Donc, avoir tout intégré, ça permet de rester dans le flow, dans la zone, quoi. Et puis, bon, c'est ce qu'il y a à faire. Voilà pourquoi les scrums, là, ça doit se faire soit le matin ou soit le soir. Les scrums, là, c'est terrible. C'est terrible. Ok, c'est super. En tout cas, en parlant de choses, de AI et choses et autres, je sais que tout récemment, OpenAI, c'est on peut dire, le propriétaire de ChatGPT. OpenAI, ils ont un nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau modèle? C'est pas un nouveau, en fait, c'est pas un nouveau modèle. C'est le même modèle qu'on utilise, mais c'est un prix différent. C'est-à-dire, avant, là, maintenant, là, quand tu utilises ChatGPT, je pense que c'est Plus, c'est $20 le mois, non? C'est $20 le mois. Il y a la version gratuite, bien sûr. Oui. Il y a la version où tu payes $20 par mois, où, bon, ça te donne un peu plus d'avantages. Et maintenant, ils ont un nouveau tiers où c'est $200 le mois. Et apparemment, ce qu'ils disent, c'est que c'est fait pour ce qu'on appelle les power users, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment utiliser l'outil. Et c'est plutôt pour ceux qui font les recherches, ceux qui veulent faire des choses un peu plus compliquées. Selon eux, la raison pour laquelle c'est ce prix-là, c'est que ce type de IA en fait utilise beaucoup plus de comment on appelle ça, de ressources en ordinateur, on peut dire. Donc c'est ressources intensives à cause du fait que ça fait ce qu'on appelle chain reasoning, ou chains of reasoning là. Puisque quand par exemple tu veux lui faire certaines choses un peu compliquées, il doit pouvoir se rappeler du contexte pendant plus longtemps en fait. Donc, à cause de cela, si tu veux, par exemple, lui faire des choses très, très complexes, je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Voilà pourquoi ils disent que non, tu dois payer $200 pour pouvoir utiliser cette version, on peut dire. C'est le même modèle qu'on utilise tous, sauf que c'est comme si, d'un coup, on enlevait, en fait, les garde-fous, en fait, du modèle pour te donner, en fait, full power, quoi, on peut dire. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas encore essayé ça. Je ne pense pas que je vais payer $200. Est-ce que ça, bon, ça c'est moi avec un esprit critique. Est-ce que c'est pas une manière de faire des différences un peu superficielles, un peu comme par exemple, il y a des voitures qu'on qualifie de régulières et puis il y a des voitures de luxe. Bien sûr. À la fin, c'est pas mal la destination, mais il coûte 10 fois plus d'argent. Bien sûr.
Non, moi, je me dis, en tout cas, $200, c'est beaucoup. Ça, de 20 à $200, quand même, c'est un grand. C'est 10 fois. Ouais. C'est 10 fois le prix. Est-ce que tu as 10 fois plus de performance ou bien d'intelligence de l'outil? Je ne sais pas. Mais je pense que quand même, bon, je ne pense pas que je vais payer les $200 juste pour essayer. Non, non, non. Moi, Moi non plus. je vais garder mes $20. Ça m'arrange. Ok. Donc, si on considère que pour les 200, enfin, ChatGPT de OpenAI à $200 par mois, c'est pour ceux qui font la recherche, les power users, tout ça. Donc, quelles sont les options de trucs pour les gens du peuple qui veulent faire de la recherche? Les gens du peuple qui veulent faire la recherche, c'est-à-dire, Ouais. Ils bon, veulent faire la recherche, mais n'ont pas $200 à donner. c'est se rabattre sur les $20. C'est ça. Ou bien, bon, peut-être peut-être essayer de contacter OpenAI pour voir, mais je pense pas ils vont te donner un discount ou bien quelque chose comme ça. Tu vas te rabattre seulement sur celui de $20, comme ça. Ou bien tu utilises d'autres modèles. Par exemple, Llama qui est là, ou bien Claude aussi est là. Je Ouais, pense c'est que vrai. Mais je veux dire, il y a tout l'environnement aussi, tout ça. Ou bien peut-être les outils comme l'outil de Google dont on parlait une fois, là, comment ça notre, s'appelle déjà? Notebook LM. notre LM, ouais. Ouais. Mais le truc avec Notebook LM, en fait, lui, il est un peu plus spécifique. C'est-à-dire, lui, là où lui, on peut dire vraiment, il excelle, c'est puisque tu dois lui donner des documents, tu dois lui donner des Peut-être vidéos. faut expliquer un peu pour les gens de l'audience, peut-être qui ne savent pas ce que c'est. Notebook LM, Mhm. oui, voilà, c'est ça. Notebook LM, en fait, c'est une plateforme qui a été créée par Google où, en fait, tu lui donnes des documents, des vidéos, des sites Internet, et en fait, tu peux lui, et en utilisant ça comme source, il peut faire des synthèses, il peut faire plein de choses sur ces documents, oui, et sur ces ressources que tu lui as données, en fait. Et en fait, il ne dépasse pas, c'est vraiment, comment on dit, c'est vraiment constraint, c'est focalisé sur ces sources-là, en fait. Ça ne sort pas de ces sources-là, si tu vois ce que je veux dire. Donc, par Ok. exemple, si tu veux faire une synthèse d'un document scientifique, tu peux lui envoyer le document et il va te faire la synthèse en anglais facile ou en français facile. Mhm. Et voilà quoi. Donc, en fait, c'est l'outil qui est comme ça. Et c'est quand même assez puissant comme outil. Hein. Moi, j'utilise ça pratiquement presque tous les jours. J'aime bien l'outil. Ouais. Ouais, Donc, je pense que ça peut être un moyen peut-être pour des gens de faire des recherches, mais comme je t'ai dit, c'est pas comme Notebook LM n'est pas un outil où tu peux lui poser des questions comme ChatGPT en fait. Les questions sont vraiment focalisées sur les documents ou les sources que tu lui donnes. Voilà, c'est ça. ouais. Tu sais, c'est vrai que c'est bien que tu aies décrit un peu plus. Parce que depuis, bon, je pense à cause de toi-même que j'avais découvert Mhm. le truc, que ça existait, Notebook LM. Mhm. Mais tu sais que c'est cette semaine-là que j'ai vraiment essayé. Mhm. Et cette semaine, euh, enfin, pour te dire même pourquoi je suis reparti je suis allé utiliser Notebook LM. De temps en temps, j'utilise un outil dans mon terminal qui s'appelle FFmpeg. Oui, oui. Donc, quand, par exemple on fait les enregistrements des vidéos pour le groupe de Ubuntu, Mhm. il y a des petites modifications pour le fichier vidéo là, que j'aime faire, mais ça prend un peu trop de temps de faire ça avec un outil qui est graphique, avec la souris, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cerné les paramètres en termes de chiffres Mhm. que je peux passer comme configuration à l'outil FFmpeg de mon terminal et puis lui dire euh, quelle vidéo modifier et puis ça fait ça automatiquement. Mhm. Tu vois. Donc, il se trouve que les options à passer à FFmpeg, là, il y en a peut-être, bon, j'invente, hein, il y en a peut-être 1000, il y a peut-être 1000 options, ou bien Mhm. combinaison, quelque chose comme ça. Mhm. Ça fait trop à retenir. Mhm. Donc, je sais qu'il y a quelque temps, j'avais vu un gars qui avait produit tout un site de documentation avec peut-être même vidéo, tout ça, là, mais qui est payant. Mhm. Où il apprend aux gens comment utiliser les différentes options, blablabla, parce qu'il a pris le temps de simplifier, quoi. Mhm. Il a comme un outil où
tu peux faire les combinaisons un peu de manière graphique pour faire ça simple. Donc, j'ai eu le déclic cette semaine. Je me suis dit, mais attends, ce gars-là, il a tout simplement pris la peine de lire la documentation de FFmpeg avant de pouvoir produire quelque chose comme ça. Oui. OK? Quand on part sur un site Internet, et peut-être, je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà utilisé. Si tu veux imprimer la page, en général, l'option qui vient te donne l'option de, au lieu d'imprimer avec un printer, tu peux imprimer en générant un fichier PDF. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, toute la documentation de, de FFmpeg, j'ai généré des PDF, j'ai mis ça dans Notebook LM. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, je dis à Notebook LM qu'est-ce que j'essaie de faire et puis il me sort la commande exacte. Ah! En fait, c'est ça, en fait, l'un des buts particuliers de Notebook LM, en fait. Puisque il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme manuel. C'est-à-dire, par exemple, c'est un exemple, hein. Si tu es un mécanicien d'avion, tu sais que moi j'aime les avions, donc il faut que j'utilise ça. Un mécanicien d'avion, et que par exemple, tu es en train de faire quelque chose, faire une réparation, par exemple, et que tu cherches, par exemple, les instructions tu sais que les manuels, c'est des 300, 400, 500 pages. Donc, si tout est dans un notebook LM, tu peux juste te poser la question comme tu l'as fait. Et je suis en train de faire ça, montre-moi, donne-moi les instructions. Et ça va te trouver ça et te donner les instructions sans problème. Exactement. Ouais, Exactement. ouais. Donc, j'ai découvert aussi d'autres choses. C'est-à-dire, il peut me donner la réponse directe, mais si j'ai vraiment envie d'étudier un peu comme celui qui a produit le site payant, hein, je peux lui tout simplement demander à Notebook LM de me créer des notes. En anglais, on parle de quoi? Des flashcards, dans les cartes où il y a les notes pour apprendre des concepts. Notebook LM peut faire ça de manière automatique. Il peut même me faire, je ne sais pas moi, une liste de contenu pour genre quelle séquence utiliser pour apprendre. Et étape par étape. On peut même produire comment dirais-je, tu peux même produire une conversation audio à partir du contexte que tu as fourni en termes de PDF ou autre. Puis, il peut produire un podcast avec deux personnes qui sont en train d'avoir une conversation un peu comme la nôtre en ce moment, mais basé sur le contenu qui a été mis à la disposition de notre élèves. Ouais. Non, c'est puissant comme outil. Pour te dire tellement c'est puissant, tu sais que ceux qui travaillent à Google, qui ont créé l'outil là, ils ont laissé leur boulot pour aller créer leur propre compagnie pour créer un autre outil. On ne sait pas d'abord ce qu'ils vont créer, mais de toute façon, dont ça c'était populaire, je pense qu'ils ont eu des idées. Et là, maintenant, ils ont quitté Google pour aller créer leur propre compagnie pour créer un outil. On attend de voir ce que ça va être. Oh, ça va être intéressant. Parce que j'aime bien le fait que, au lieu que ça soit un peu comme les plateformes de OpenAI où souvent le modèle commence à divaguer, le notebook LM là ne fait pas ça. Il ne va pas divaguer. En tout cas, dans la mesure du possible, il reste exactement sur le sujet. Sur le sujet, ouais. C'est parce que, comme tu l'as dit, il ne divague pas. Puisque le sujet, c'est les documents que tu lui as donnés. C'est tout. Ouais. Donc, en fait, je vais faire une vidéo sur Notebook LM et puis poster ça parce que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant que les gens vont aimer. Maintenant, le seul souci peut-être, c'est qu'au départ, quand j'utilisais ça, je sais que ce n'était pas accessible en dehors des États-Unis. Ils avaient fait ça en bêta, quoi. Maintenant, je ne sais pas si maintenant c'est accessible à tout le monde. Il faut que je me renseigne. C'est possible. De toute façon, au pire des cas, il y a les VPN. VPN, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, je pense que le dernier truc dont je voulais parler, c'était Llama. Llama 3, c'est le nouveau AI de Meta ou Facebook. Et la particularité, en fait, de ce AI-là, c'est le fait que c'est beaucoup plus efficient, c'est beaucoup plus petit, en fait, en matière de taille. C'est-à-dire, je pense que les paramètres, quoi, c'est 70 milliards pour les paramètres. Et ils ont vraiment fait ça en sorte que ce soit beaucoup plus petit. Je ne sais pas comment ils ont fait pour rendre le modèle beaucoup plus petit, mais ils sont débrouillés, ils ont réussi.
Et en fait, la particularité, c'est ça vraiment. Le fait que ce soit beaucoup plus petit, ça prend moins de taille et c'est beaucoup plus efficient en matière de consommation d'énergie et tout. Donc, bon, j'ai pas particulièrement essayé ça encore, mais bon, c'était vraiment pour... Zuckerberg a parlé de ça juste cette semaine, cette semaine-là, si je ne me trompe pas. Ouais. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que, parce que bon, il faut faire aussi la part des choses. Souvent, quand on parle de ChatGPT, c'est comme si on mélange deux concepts en même temps. Mm-hmm. Tu vois, ChatGPT en tant que tel, c'est pas le modèle qui est utilisé. Mm-hmm. C'est un produit de OpenAI Mm-hmm. qui permet d'améliorer l'expérience des utilisateurs quand ils veulent utiliser les modèles comme GPT-4, Mm-hmm. O1, etc., etc. Mm-hmm. Okay? Donc, avec ça en tête, quand on parle de Llama, l'option de Meta, c'est le modèle lui-même. Mais si je ne me trompe pas, il y a un site équivalent à ChatGPT que Llama a, où l'expérience de l'utilisateur est un peu améliorée. Même chose pour Claude et plein d'autres aussi. Donc, enfin, c'est cette différenciation que je voulais faire remarquer, quoi. Donc, quand on parle du modèle lui-même, quand on regarde les mesures que les gens font pour comparer les modèles, de plus en plus, les modèles commencent à être plus ou moins équivalents les uns aux autres en termes de ce qui est possible. Bon, bien sûr, il y a des différences, on peut quand même les classer, lui, les premiers, deuxième, troisième, etc. Mais les différences ne sont pas aussi grandes que ça. Donc, c'est ceux qui vont vraiment voir les différences, c'est ceux qui ont vraiment des besoins assez avancés ou bien dans des domaines vraiment trucs précis. OK? Donc, la vraie différenciation pour les ordinateurs, les utilisateurs de tous les jours, c'est l'expérience qu'il y a autour de ces modèles. Voilà. Donc, l'expérience, par exemple, le Gemini de Google. Bon, les gens, je pense, ont accès directement à ça en utilisant Google Chrome comme navigateur. J'avais vu des démos où, bon, il y a des moyens d'activer ça, quoi, et puis c'est disponible. Ou bien souvent, quand tu fais une recherche sur Google, c'est ça. Voilà, ça ouvre Gemini à côté pour aider à faire les recherches. Donc, ce genre d'intégration-là, c'est ce qui est encore, comment dire, c'est la partie qui a encore beaucoup de potentiel. Parce que les besoins des utilisateurs de tous les jours là, sont énormes. C'est vraiment dans des catégories différentes. Mais sinon, ma prédiction, c'est qu'en termes de modèle, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence qui va se faire, genre, en tout cas pas demain la veille. Les modèles vont continuer de s'améliorer, mais ils seront à peu près dans le truc. Parce que la plupart du temps, ils tous utilisent les mêmes données anyways. Donc, OK, super. Donc, c'était ça vraiment pour aujourd'hui. Hein. Je pense que je sais que pour toi, dans la semaine prochaine, tu vas faire la deuxième partie du API Development Talk. Donc, j'espère qu'on vous verra là-bas. Comme j'ai promis, je vais faire une vidéo sur Notebook LM. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Ouais. Oui, mais tu sais, la dernière fois, si tu te souviens, à la fin de la dernière présentation, quand on discutait, il y avait certains dans l'audience, parce que tu avais commencé par montrer certains outils. Il y avait certaines suggestions pour peut-être une nouvelle rubrique. Où on pourra montrer comment utiliser ce genre d'outils pour améliorer l'efficacité de chacun. Quoi, Et surtout que la plupart des outils sont gratuits en plus, tu vois. C'est ça qui est intéressant là, en fait. C'est gratuit pour le moment. Pour le moment, c'est gratuit. Peut-être qu'après, d'ici peu de temps, on va payer, mais pour le moment, c'est gratuit. Donc, vaut mieux profiter, en fait. C'est ça. Justement. Parce que souvent, là, bon, on peut se faire des suggestions. Oui, il y a le lien, aller consulter, mais bon, je sais que pour beaucoup, c'est pas facile ou bien ils trouvent que c'est un peu trop d'informations. Mais
en voyant quelqu'un utiliser, il peut voir que, en fait, c'est pas aussi compliqué que ça. Et C'est puis, ça, il c'est peut ça, s'ajouter. c'est ça. Super. Je viens de me rendre compte que je ressemble à la Statue de la Liberté. Là, faut montrer ta torche, et puis on va faire des trucs. Ok. Pas de souci. Donc, c'est bon, hein, c'est ça? C'est bon? Ouais, bon. Donc, à la semaine Ouais, prochaine. la semaine prochaine, on va partager tous les liens, les références, Si, tout ce qu'on si. a vu Si, aujourd'hui. si, si, si. Ouais, Ouais, on ok. a plus. Plus, ouais.